Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des coulisses des entrepreneurs. Dans cette émission YouTube, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui ont réussi à passer les premiers caps de développement. Comment sont-ils ou sont-elles passés du stade de l'idée au stade de la rentabilité? Aujourd'hui, on va se plonger dans le secteur e-commerce et pour cela, je suis ravi d'accueillir Gwenaëlle Gonzalez. Elle va se présenter dans un instant, c'est la fondatrice de Nuobox, une marque de beauté avec une box, avec un e-shop, avec également des boutiques. Et je suis ravi donc de t'avoir avec moi. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Alex. Est-ce que tu peux nous représenter Nuo? Parce que vous faites tellement de choses que j'ai pas tout dit, je pense. Alors, donc du coup, effectivement, je m'appelle Gwenaëlle, je vais avoir 30 ans. J'ai cofondé avec mes deux associés, Maxime et Julie, donc Nuo, il y a bientôt 7 ans. Donc Nuo, c'est un e-commerce qui, à la base, offre une box beauté par abonnement et un e-shop avec exclusivement des cosmétiques bio et naturels. Et depuis juin 2017, on a également des boutiques physiques. Donc, ils sont au nombre de 5 aujourd'hui avec Orléans, Angers, Clermont-Ferrand, Nantes et Lyon. Voilà, la boucle. Ça, c'est intéressant. J'aimerais bien t'interroger sur comment vous avez choisi les villes de ces boutiques. Ouais, parce que tu nous as pas dit Paris, Lyon, Marseille. Non. Vous avez choisi des villes différentes. Ouais, on a choisi des villes différentes et qui sont pas forcément des grandes villes au départ, parce qu'on a identifié que aller dans une grande ville tout de suite, ça engage beaucoup de coûts et on a aussi une plus forte concurrence. Alors qu'aller dans des villes plus petites ou moyennes, ça fait qu'on a moins de concurrence, donc plus de trafic et on est un peu plus un phénomène, j'ai envie de dire retail dans la ville et donc forcément ça amène du flux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces villes-là et Orléans parce qu'on est originaire d'Orléans et Clermont-Ferrand parce que Maxime, donc mon associé, a fait ses études là-bas et il y a le côté un peu chauvin qui est revenu en force. Magnifique. Voilà. On sent que tu aimes ta ville, on sent que tu aimes Orléans. Oui, j'aime Orléans, c'est très bien. On n'a pas de métro, mais oui, j'aime Orléans. Et juste pour finir la présentation, avant qu'on rentre dans les facteurs clés de succès, dans ce qui a permis la réussite du projet, 5 boutiques. Ouais. Une box avec combien d'abonnés? Aujourd'hui, on est à 6 000 abonnés. 6 000 abonnés. Ouais. Une entreprise qui tutoie les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un modèle rentable. Une entreprise avec combien d'employés? Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes entre donc le pôle e-commerce, le pôle retail et le pôle logistique qu'on a en interne chez nous. Et vous êtes trois cofondateurs. Trois cofondateurs. Ouais, absolument. 30 employés, oui. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 boutiques, 6 000 abonnés sur les box et au total, parce que vous avez également le e-shop sur lequel n'importe qui peut venir commander à l'unité. C'est ça. Combien de clients ou clientes la marque a eu depuis sa création? Oula, c'est grande question. Je pense qu'on est à plus de 100 000 clientes. Je pense. Incroyable. Ouais, je crois que c'est un peu plus de 100 000. Ouais. Ça fait quoi, juste avant qu'on rentre dans le détail de l'histoire, de se dire, de réaliser qu'on a servi plus de 100 000 personnes? Honnêtement, je vais pas dire que ça fait rien, mais en fait, on est tellement la tête dans le guidon qu'on s'en rend pas compte. C'est notre bébé depuis le départ, c'est notre projet, c'est notre envie et tous les jours on se lève en se disant qu'est-ce qu'on va faire de plus aujourd'hui, comment on va faire en sorte de satisfaire nos clientes et puis d'aller chercher aussi plus de clients encore. Mais j'avoue que je le réalise pas trop. On fête les victoires au quotidien, ça c'est sûr. On sait aussi encaisser quand il y a des échecs, mais je réalise pas trop qu'on a été jusqu'à 100 000 clientes aujourd'hui. Tu sais que c'est quand même très rare dans le paysage entrepreneurial français. Sais pas si c'est très rare de voir des marques avoir 100 000 clientes en combien d'années? Donc en 6 ans et demi. 6 ans et demi. Ouais, donc on enregistre cette vidéo en février 2022 et le lancement de l'entreprise c'était en 2015. C'était en 2015, novembre 2015, absolument. Le vrai à commercial, sachant que on avait créé la société juridiquement en avril 2015 et on avait commencé à préparer tout le teasing, le lancement dès le mois de mai pour pas arriver coucou les gars, on est ouvert. Voilà, on savait que ça marcherait pas. Alors on va y venir. Donc justement, merci beaucoup pour la présentation. Et maintenant, on va rentrer, si tu le veux bien, dans les 5 grands facteurs clés de succès, les 5 piliers de la réussite de Nuobox. Ok. J'arrête pas de dire Nuobox, mais en fait, je devrais dire Nuo tout court. En fait, tu peux dire les deux. Je peux dire les deux. On dit Nuobox, et en fait, pour la petite anecdote, notre nom de domaine, on voulait que ce soit Nuo, mais il était déjà pris, et on nous demandait 3 000 € à l'époque, donc on l'a appelé nuobox.fr. Très bonne leçon. Toujours faire des économies. Toujours. Toujours. Alors, secret numéro 1 de la réussite en e-commerce, réussir son lancement. On va aborder ce premier thème avec Gwenaëlle.
comment faire pour avoir dès le début, dès le premier jour du lancement de son site e-commerce, des gens qui commandent et ne pas être dans un désert absolu. Dans ton cas, le premier jour, il y a eu 100 commandes. Ouais. Et pas juste des commandes, il y a eu 100 personnes qui ont décidé de s'abonner, de mettre leur carte bleue sur un prix qui était de 26 €. De 26 €. Ouais. Donc tu as 100 personnes qui ont décidé de s'engager à payer 26 € chaque mois. Est-ce qu'il y avait un premier mois gratuit, un essai? Pas du tout. Non. On était en full price dès le départ. Parce que on n'avait pas encore les moyens d'offrir des discounts ou voilà ce genre de choses. Puis on était vraiment en lancement. Nous à la base le e-commerce c'était pas notre formation, on découvrait. Donc non c'était vraiment full price. C'était en engagement mensuel. Et puis on avait aussi des formules 3, 6 et 12 mois qui se faisaient beaucoup au moment du lancement des box. Ouais. Donc payable en une seule fois. Et effectivement on a eu 100 commandes ce jour-là. Voilà le lundi 16 novembre 2015. Et ça change tout de suite la vie d'une entreprise. Tout de suite. Dès que tu as des clients, des clientes, ton quotidien devient réel, tu apprends ce que les gens veulent vraiment, tu comprends ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et puis on en parlera peut-être plus tard dans l'interview, mais la beauté aussi du modèle de l'abonnement, c'est tu te dis, là j'ai 100 personnes qui sont là tous les mois. Bien sûr, il y en a certaines qui vont se désabonner, mais j'ai 100 fois 26 €, 2600 € de rentrée d'argent stable. C'est ça, exactement. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment ces 100 personnes sont arrivées. Elles venaient d'où? Alors, elles venaient principalement des réseaux sociaux et de la petite réputation qu'on s'était construite, en tout cas les mois précédents. En fait, ce qu'on s'était dit avec Maxime et Julie, donc on s'était bien réparti tes associés, hein, Maxime et Julie. Voilà, mes associés. On s'était bien réparti. En fait, on est assez complémentaires dans nos profils. Et donc moi, j'ai pris le pôle plutôt marketing com. Et en fait, dès le départ, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on pouvait pas débarquer comme ça, avec un produit à vendre sur Internet, en disant juste on est ouvert. Ça allait pas marcher. Il fallait vraiment rentrer dans un teasing, le côté coming soon, inscrivez-vous à la base newsletter pour qu'on puisse les relancer, etc. Et il y avait aussi le côté influence qui montait pas mal à l'époque. Je dis à l'époque, j'ai l'impression d'être super vieille, mais c'était il y a 7 ans bientôt, donc ça commence à faire longtemps. C'est des temps, en fait, tout va tellement vite. Et à cette époque-là, les blogueuses et les influenceuses, ça commençait à prendre énormément d'essor, mais pas comme aujourd'hui. Et on était capable de se construire une réputation avec 0 € en fait, juste en sympathisant avec certaines influenceuses, en leur faisant confiance, etc. Donc on a pris ce canal-là, on a fait un événement de pré-lancement au Café Pinson à Paris au mois de septembre 2015 pour continuer de grappiller un petit peu sur la communauté Instagram. Et quel était le thème de l'événement? C'était un pré-lancement. On avait le packaging, on avait les produits, et en fait, on voulait vraiment présenter le concept à des influenceuses, à des blogueuses qui allaient dire, voilà, j'étais à cet événement-là, il y a ça qui va sortir, inscrivez-vous parce que ça va être un super produit. On leur a fait des petits cadeaux, des ateliers beauté. Voilà, tout de suite, on était dans quelque chose d'assez ludique et qui était facilement instagrammable et facile à partager en fait. Et l'événement était réservé à des blogueuses, à des influenceuses qui avaient une communauté autour de la beauté, du bien-être. C'est ça, exactement. On n'était que dans le green, donc que des nanas du lifestyle, de la beauté green, qui n'avaient pas forcément des grosses communautés à ce moment-là. Mais en fait, le parti pris, c'était de se dire, on va vous faire confiance, vous allez aussi nous faire confiance, et on va grandir ensemble. Et après, des partenariats rémunérés, on va en avoir. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable. Et la promesse, elle a été tenue parce que c'est des personnes avec qui on travaille encore, qui ont beaucoup grandi en termes de communauté et qui, aujourd'hui, sont rémunérées par nu, en fait, dans leur travail. Donc, il y avait ce premier canal d'influenceuses et puis un gros canal aussi de réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux? Instagram et Facebook. T'as fait les deux? Ouais, les deux. Mais pas plus? Pas plus. Principalement Instagram parce que c'est ce qui se prêtait le mieux. C'était un peu c'était la mouvance à ce moment-là. Et donc on a construit comme ça le Coming Soon. On a eu la chance aussi d'avoir un petit peu de presse locale. Sur Orléans parce que c'est sans mauvais jeu de mots ou autre chose, c'est on était mignons quoi, les trois petits jeunes qui se lancent dans l'aventure de la beauté, un secteur très concurrentiel. Orléans c'est aussi un peu le pôle de la cosmétique vallée en France. Donc on était tous mignons. T'as moins de concurrence tout simplement.
quand tu fais un lancement en région, tu as moins de concurrence pour la presse locale. Exactement. Il faut y aller. On était bankable en termes de com, donc c'était chouette. Donc on a eu un petit peu de presse locale qui nous a aussi bien aidé. Et puis aussi dès le départ, on a voulu avoir un blog pour être sur le SEO. Donc ça c'était la partie de Maxime qui avait compris tout de suite les enjeux de il faut investir comme on investirait dans des murs d'une boutique. Ouais. Là on investit dans des mots-clés. On investit dans du référencement naturel. Alors c'est vrai qu'au début, on écoute ça, on se dit c'est quoi ce truc ? Enfin, je comprends rien. Ouais. Et en fait, en investissant le sujet, effectivement, dès le départ, fallait prendre des mots-clés, fallait se référencer. Et ça, c'était la partie de Maxime, donc à travers un blog, du contenu, et puis une page Coming Soon sur laquelle les gens s'inscrivaient. Et donc on avait plusieurs centaines de personnes inscrites dès le lancement. Super qualifiées, qui avaient laissé leur adresse email. Voilà. Qui avaient découvert le contenu via le blog, via les réseaux sociaux, via les influenceurs. Vous n'aviez pas payé des publicités trop généralistes. Vous aviez vraiment des personnes très qualifiées qui attendaient le lancement. Ouais, c'était vraiment ça. J'ai envie de dire, c'était encore possible à ce moment-là parce que c'était facile. Instagram, ça faisait pas très longtemps que c'était un super réseau social, donc c'était un peu facile. Facile. Oui et non, c'était plus simple. À l'époque qu'aujourd'hui de se faire connaître sur Instagram. Aujourd'hui, il y a une telle quantité d'infos et de concurrents que c'est un peu plus compliqué. Mais on a eu la chance d'être aussi time to market. Franchement, le bio et le naturel en beauté, ça a commencé à bien monter en 2015. Il y avait tout le mouvement aussi healthy food, healthy lifestyle, les blogueuses sur Instagram, les beaux contenus qui arrivaient. Et puis nous on est arrivé aussi bien à ce moment-là. Comment tu contactes les blogueuses ou les influenceuses? Tu leur dis quoi? Tu leur dis salut, je m'appelle Gwenaëlle, je lance une marque. Franchement, au culot, hein, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. On en parlait tout à l'heure avec Maxime. J'ai toujours fonctionné d'instinct, le feeling. Et en fait, moi, j'y vais au culot. C'est pas grave si c'est pas tout à fait prêt. C'est pas grave si c'est pas nickel. Mais j'y vais parce que je sens que c'est le moment d'y aller. Et effectivement, je l'ai contacté en disant bonjour, on est en train de lancer une super boîte avec ce concept-là. Est-ce que ça vous dit qu'on en discute? Est-ce que ça vous dit de recevoir les produits, de venir à notre événement? Et ça a marché, quoi. Et tu leur as proposé, tu disais, un atelier beauté, c'est quoi? Ouais. Alors l'atelier beauté, c'était en fait, on savait que pour faire un événement, arriver et juste boire un café et puis voir une boîte sur une table, ça n'est pas très sympa, quoi. Donc on s'est dit il va falloir proposer des animations. Donc on a proposé des ateliers beauté. Donc c'était des conseils beauté en fonction du type de peau, du type de cheveux. C'était massage des mains, gommage des mains par exemple. C'était appliquer un masque. Et on avait aussi fait venir des personnes qui savent parler de cosmétiques ou leur propre marque, parler de leur marque, l'appliquer, parler des actifs, etc. Et faire venir aussi les marques à ce genre d'événement, c'est bien parce que ça nous permet d'être plus nombreux, ça permet de détourner un peu l'attention et de faire beaucoup d'animations sur plein d'endroits différents. Tu t'es fait une place dans l'écosystème. Ouais. T'es arrivé dans un monde sans expérience. C'est ça. T'avais pas 20 ans dans les cosmétiques ou les cosmétiques naturels derrière toi. Non, du tout. Et tu fais un événement où tu fédères des marques, tu fédères des influenceuses et tu crées une expérience qui parle à cette industrie-là. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est rigolo parce que votre réussite me fait penser à une boîte dont on parle pas mal dans la formation e-commerce de Live Mentor qui s'appelle Ipsy, IPSY, qui est une box de cosmétiques aux États-Unis qui fait plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Waouh, c'est beau ça. C'est une très très grande entreprise où quand tu arrives sur le site, ils te proposent de personnaliser en fait l'expérience que tu vas avoir dans ta box. Est-ce que ta peau est noire, brun, mat, etc. Ouais. Et la fondatrice était youtubeuse avant de monter Ipsy et elle s'était posé la même question que toi. Comment est-ce que je peux proposer à toutes ces influenceuses une expérience différente? Et elle, sa décision a été de monter un studio vidéo comme le studio dans lequel on est aujourd'hui et de dire à toutes ces influenceuses YouTube, vous faites des vidéos avec votre caméra sur votre webcam dans votre chambre parce que vous n'avez pas les moyens et donc le rendu ne vous satisfait pas tout le temps. Vous venez dans mon studio, je vous offre une super vidéo avec mon équipe de tournage, avec mes réalisateurs, avec mes monteurs. Et derrière, c'est nos ambassadrices. Ouais, et donc, il y a eu la même logique chez toi. Je vous offre une expérience, je vous offre quelque chose qui
qui vous parlent et qui comptent d'ailleurs, je suppose, plus que l'argent en fait. Les relations que tu as créées avec ces personnes sont pas venues de l'argent. Non, parce qu'au départ, de toute façon, c'était clair. Nous, on se présentait, on disait voilà, on va se lancer, on est tout jeune et on n'a pas de budget à vous offrir. Donc d'entrée de jeu, on était très transparent là-dessus. Donc les personnes qui nous répondaient, elles le savaient, mais on leur promettait quelque chose qui allait être du long terme et promesse tenue pour le coup. Ouais. Voilà. Donc ça a été ton lancement. Ouais. 100 abonnés le premier jour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? 0 le lendemain. Le mardi noir, on a eu 0 commande. Alors, de l'euphorie du lundi, on passe à 0 commande le lendemain, ça calme déjà. Et puis, dans la semaine aussi, il fallait envoyer les box. Donc, au tout début, pas de contrat encore avec, on n'avait pas encore le logisticien. C'était le mois d'après, on avait déjà prévu. Donc, faut nous imaginer avec 100 box, aller à la poste, imprimer chaque étiquette. Bon, le truc, ça a pris 8 ans, quoi. Enfin, c'est l'enfer, ça met trop de temps et tout. C'était Maxime qui l'avait fait, je me rappelle. L'enfer. Mais donc, en tout cas, voilà, cette première semaine, on est super content, mais on se dit, ok, on a eu 100 commandes, 0 le lendemain, ça va, enfin, c'est pas gagné, quoi. À un moment, la réalité du marché, elle est aussi là. Et on se rend compte aussi d'un truc, c'est que maintenant, on a des clientes. Ouais. Et les clientes, ça fait quoi? Ça écrit. Ouais. Donc, faut gérer le service client. On n'y avait pas du tout pensé, nous. Enfin, on était la fleur au fusil, et on se dit, ah, mais oui, mais elles nous écrivent. Donc, c'est un temps qu'on va devoir avoir en plus. C'est le service client. Et s'il y a un problème, il faut répondre au problème, il faut répondre vite. S'il y a des questions, voilà. Donc, et là, en fait, assez vite, on se dit, il va falloir qu'on pense très très vite à cette expérience client qui pour nous est fondamentale. On a pas mal de concurrents aussi à ce moment-là. On s'est lancé, il y avait déjà des acteurs. Et on se dit, nous, il va falloir que, très bien, on est sur la beauté bio, on est sur la box beauté bio, etc. On a un positionnement prix plus élevé que nos concurrents. Donc, il faut que l'expérience soit nickel. Ça, vraiment, on a mis un point d'honneur là-dessus. Donc, dans les jours, semaines qui viennent, en tout cas, le lancement, on travaille sur l'expérience client pour pas que ce soit déceptif, en tout cas. On travaille sur ce côté service client. Donc, on recrute assez vite dans les mois qui viennent quelqu'un parce qu'il fallait qu'on réponde à cette demande. Et, on continue de travailler le côté, bankable du contenu de la box, les photos, les thématiques, les produits. Et puis, en fait, ça grandit, ça commence à grandir comme ça. Et quelques mois après aussi, on va sur de la pub, pub Facebook. Dont je m'occupe. Donc j'ai eu la casquette ads pendant quelques temps. Ouais. J'y connaissais pas grand-chose. Enfin, c'était plus j'ai fait des tutos sur des blogs, j'étais regardé comment ça marchait, j'ai appris comme ça. Bon, c'était pas mon truc non plus de dingue parce que moi je suis pas très data, je suis pas très chiffre, analyse. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais bon. Mais tu connaissais les messages, tu connaissais le positionnement. Ouais, ça s'est quand même fait. On a eu des bons résultats au début, pareil. Donc c'était encore une fois le bon timing, quoi, pour pouvoir faire des pubs. Et donc voilà, et ça grandit comme ça en fait. Et en fait, ça grandit quand même assez vite. C'est-à-dire que on croit quand même assez vite. On passe vite de 100 à 300 abonnés, 300, 500. Et quand tu dis assez 600, vite, c'est combien de mois? C'est en l'espace de 6-8 mois quand même. Donc en 6 mois après le lancement, t'es à 300 abonnés et même un peu plus. Je crois qu'on était à 600 abonnés. Est-ce que tu te souviens combien d'abonnés avait la box au bout d'un an? Je dirais qu'on était sur 1000 abonnés à peu près. D'accord. Donc là, 1000 abonnés fois 26 €. On commence à être à 26 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Exactement. Si on fait x12, on est déjà à une entreprise qui fait autour de 300 000 €. C'est ça. C'est ça. Et puis en plus, on vend aussi des produits sur l'e-shop. Ouais. Donc en fait, au début, on a consacré énormément d'énergie à la box pour vraiment ce que c'était notre produit phare. Ouais. Mais on est aussi allé de plus en plus vers l'e-shop. En fait, au départ, la box représentait, je schématise, mais 90% du chiffre d'affaires et l'e-shop 10. Et il fallait qu'à un moment qu'on rééquilibre aussi, que l'e-shop, la vente de produits génère beaucoup aussi de chiffre d'affaires. Et juste avant qu'on passe au deuxième secret de la réussite de cette boîte, ce qu'on voit aussi, c'est un marketing, une stratégie de communication qui commence avec quelque chose de très ciblé, Facebook, Instagram, ce réseau d'influenceuses, cet événement que tu mennais au salon Plisson. C'était Café Pinson. Café Pinson. Ça fait quoi le Café Pinson? Café Pinson, c'est juste un café. C'est un café. Qui était pas très loin de chez ma sœur, qui était super beau, et donc on a fait un événement là-bas parce que je pouvais dormir chez elle le soir. Ah ouais, on était vraiment dans les économies au maximum. C'est clair. Mais donc ça commence avec cette stratégie super ciblée. Ouais. Ça donne 100 abonnés le premier jour. Ouais. Et puis ensuite, ce qu'on entend dans ton discours, c'est on construit plusieurs piliers pour se faire connaître, le référencement naturel. Ouais.
On continue de travailler avec les influenceuses, les publicités Facebook, Instagram que tu as mentionné, peut-être l'email aussi. Ouais, oui, effectivement. En fait, tout se construit, se met en place petit à petit. Et c'est vrai que la stratégie aussi d'email, ça on l'a mis en place très très vite. Puis le fait aussi de travailler sur des codes promo, sur des relances clients, sur les codes promo avec les blogueuses aussi. Ouais. Donc là, on commence à rentrer dans vraiment de la publicité. Voilà. Donc effectivement, on rentre là-dedans pour c'est essentiel, plus de clients. Ouais. C'est essentiel pour ne jamais dépendre d'un seul canal d'acquisition quand on fait de l'e-commerce. C'est pas forcément le thème de cette interview ici, mais c'est clair que vous, dans votre réussite, il y a eu aussi ça, quoi. Il y a aujourd'hui le fait que cette boîte que vous avez créée ensemble, elle dépend pas d'une seule manière, d'un seul mode de communication. Non, pas du tout. Nous, on a vraiment voulu avoir plusieurs canaux d'acquisition dès le départ. On voulait pas effectivement, comme tu le dis, être dépendant d'un canal en particulier. Et surtout, et même encore aujourd'hui, on voulait pas être dépendant d'une acquisition payante. Surtout pas. Ça, on a toujours mis un point d'honneur à ne pas être dépendant de ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui on coupe nos budgets pub, on continue quand même d'avoir du trafic, on continue quand même d'avoir du chiffre. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont comme ça, de boîtes qui sont sorties, qui ont fait de la pub. Et puis, à partir du moment où elles coupent le robinet, il n'y a plus rien. Forcément, c'est à un moment, quand je donne de l'argent tout le temps à Facebook et Google, oui, ils vont me ramener du monde. Quand j'arrête, c'est terminé. Donc nous, on voulait pas être là-dedans non plus. Ouais. Et ça nous fait une transition géniale vers le deuxième secret. C'est parfait en transition. Deuxième pilier de la réussite de cette entreprise, la puissance de l'abonnement. Alors, on en a parlé à l'instant, dans la fin de la première partie, on mentionnait ces marques e-commerce qui se lancent du jour au lendemain et qui prennent un produit X ou Y, le mettent en ligne en 2 secondes avec une plateforme comme Shopify qui permet de créer ce site e-commerce super facilement. Vous êtes sur Shopify? On est sur Shopify, absolument. Donc tu connais l'affaire. Ouais. C'est très facile à mettre en place. Et puis ces entreprises décident de faire la publicité dès le premier jour. Ouais. Publicité payante sur Facebook, Instagram, YouTube, elles dépensent. Et puis le problème, c'est que le retour sur investissement de publicité décroît dans le temps. Ouais. Et on passe situation peut-être en 6 mois où on dépensait 100 €, ça nous ramenait 150 €. À une situation où on dépense 100 € et on ne reçoit que 80 ou 60. On perd de l'argent en général. On perd de l'argent. Ouais. Et il y a effectivement une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, ou quasiment plus, faudrait que je vérifie au moment où on enregistre cette vidéo, qui s'appelait rad.co, qui était une entreprise qui vendait des t-shirts imprimés, des pulls avec des figurines, ou alors des têtes d'animaux, enfin, tu vois, des trucs assez marrants et qui coûtaient pas très cher. Il n'y avait pas d'abonnement et c'est un point essentiel. Et Rad dépensait énormément en publicité Facebook, Instagram, YouTube. Et on dit que c'est la première marque e-commerce française à avoir fait ce social shopping, tu vois, se faire connaître sur les réseaux. Oui, ils faisaient que ça au départ, de toute façon. Ils faisaient que ça. Et ils ont une croissance mais très forte. Un des fondateurs raconte ça dans un podcast où ils sont passés de 1 million à quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. Ouais. Et patatras, l'année d'après, ça dégringole complètement parce que la concurrence publicitaire était beaucoup trop forte. Ouais. Et c'était un modèle où il n'y avait pas d'abonnement. Donc chaque mois, tu commences ton mois, le premier, et tu dois aller te battre pour aller chercher du chiffre d'affaires. Pour aller chercher ton chiffre, payer tes salaires. Alors vous avez plusieurs modèles, tu vas peut-être nous les préciser, mais en tout cas, il y a cet abonnement qui est clé, qui vous donne une solidité dans le pilotage d'entreprise qui est fantastique. Oui, c'est clair. Alors l'abonnement dès le départ, ça avait été un des arguments. Je me rappelle dans les premiers business plans, c'était le fameux flux de trésorerie, positif. En gros, on avait l'argent avant d'envoyer la marchandise. Donc ça, c'était un peu les théories économiques qui faisaient sourire tout le monde. Mais le BFR. C'est BFR positif, exactement. Besoin en fonds de roulement. Je suis pas très bonne en économie. Ça c'est pas trop ma partie, mais je me rappelle de ça. On le présentait avec les BP, les comités, etc. On était c'est essentiel, c'est essentiel. Trop fiers de dire c'est le nerf de la guerre. BFR positif, C'était un peu le mot magique. Fallait venir avec des t-shirts BFR positif. Alors que, en soi, dans la pratique, c'est pas totalement vrai. Mais en tout cas, effectivement, le revenu récurrent, maintenant, tu le vois sur toutes les plateformes de e-commerce. Effectivement, Shopify, c'est un des piliers maintenant avec ce côté recurring. Faut toujours avoir un truc
trucs que tu vends et où tu as de l'argent qui rentre tous les mois, toutes les semaines, etc., etc. Et nous, c'est vrai que le modèle de l'abonnement, pour ça, il est essentiel pour nous parce que c'est du cash sûr tous les mois, effectivement, et qui nous permet de financer ce qu'il faut, en tout cas, au début du mois, et de pas aller se battre tout de suite pour aller choper le premier euro. Ça, c'est évident. Tu as des personnes qui sont abonnées depuis combien de temps? Oula! Alors, on en a des historiques quand même qui sont abonnés depuis quasiment le début. Depuis 6 ans? Ouais, on en a. Bon, elles sont plus très nombreuses, mais on en a des fans de la première heure. Incroyable. Mais après, nous, en moyenne, nos clientes, elles restent abonnées, j'ai envie de dire entre 7 et 10 mois, à peu près. Mais là, il faut vraiment le dire et l'insister pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont pour projet de lancer un e-commerce. Ouais. L'abonnement, c'est magique, quoi. L'abonnement, c'est magique, mais ça reste un business qui est complexe, parce qu'en fait, l'abonnement, toute la technique e-commerce, aujourd'hui, on l'a. Nous, quand on a débarqué, c'est le côté abonnement récurrent, le côté gestion pour un site e-commerce. On était sur PrestaShop au tout début. Fallait tout coder. Ça n'existait pas. C'était pas natif. Même les banques. Elles avaient du mal à capter qu'il fallait aller faire des prélèvements, etc. Aujourd'hui, la sécurité du prélèvement bancaire, c'est un peu le nerf de la guerre. Enfin, si on envoie de la marchandise et qu'on n'a pas été payé, c'est compliqué. Donc tout ça au début, c'était pas très just. Mais aujourd'hui, c'est hyper facile. Par contre, après l'abonnement, quand on est dans un e-commerce, il y a la logistique derrière. Ça, la logistique, c'est quelque chose que les entrepreneurs oublient souvent. C'est le nerf de la guerre. En fait, c'est tout le back office, c'est tout ce qu'on voit pas, c'est tous les coulisses, mais en fait, c'est 90% du succès de la boîte. Si ton colis n'arrive pas en heure, tu peux avoir la meilleure technique, le plus beau site que tu veux, les meilleures influenceuses, tout ce que tu as envie, ça va couler. Tu vas avoir des désabonnements. Alors là, la satisfaction client, elle se mesure au colis. Il faut que le colis arrive vite, en bon état. Si c'est pas le cas, il faut que ton service client y réponde en moins de 24 heures, voire en moins de 12 heures. Aujourd'hui, c'est un peu les normes. Et il faut que ton expérience, elle soit parfaite, soit réussie. Et ça, on va y venir après sur l'expérience client. Mais si on garde l'abonnement en thématique, c'est quoi les indicateurs que tu regardes sur un modèle comme l'abonnement? T'as le nombre de nouveaux abonnés chaque mois, le nombre de personnes qui se désabonnent. C'est ça, exactement. Nous, on regarde effectivement le taux de désabonnement. La fin d'abonnement naturel, parce que en fait sur des formules d'abonnement mensuel, annuel, l'annuel, au bout de 12 mois ton abonnement s'arrête. On regarde aussi le taux d'échec de paiement, parce que ça fait partie du job. Concrètement, on parle des cartes bancaires qui expirent. Alors carte bancaire qui expire, carte bancaire volée, blocage aussi parce que la personne elle a eu la flemme de se désabonner ou que sais-je encore, et donc elle coupe auprès de la banque. Donc effectivement il y a tous ces. Vous avez souvent ça fonctionne pas. Vous avez souvent ce problème des cartes bancaires volées? Oui, on l'a, Carte bancaire, alors c'est carte bancaire expirée ou volée. Oui, on a un pourcentage comme ça chaque mois de cartes bancaires qui s'arrêtent. Bon c'est le jeu de toute façon. C'est comme ça. Dans tous les e-commerce. C'est clair que c'est le jeu. Mais c'est vrai qu'il faut bien différencier d'un côté les cartes bancaires qui expirent, de l'autre côté les cartes bancaires volées. Moi, j'ai vécu ça dans une entreprise précédente. Live Mentor, à une époque, ne faisait pas du tout des formations pour entrepreneurs. On faisait des cours particuliers de maths, de physique et d'anglais. Et va savoir pourquoi, il y avait des hackers de cartes bancaires qui avaient décidé de se créer des faux comptes en tant que prof et des faux comptes en tant qu'élève pour blanchir l'argent. Ils prenaient des cartes bancaires volées. Incroyable. Et ils réservaient des faux cours particuliers. Et donc, le faux prof avait mis, lui, une adresse pour recevoir l'argent. D'accord. Une adresse, un IBAN. Et donc, on lui envoyait l'argent. Et sauf que ce qui se passe quand quelqu'un utilise une carte bancaire volée sur ton site, c'est que la personne qui se fait voler la carte fait ce qu'on appelle un chargeback. Oui. Ah là là, le chargeback. Oui, on connaît bien ça. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Parce que toi, en tant que propriétaire du site, tu dois rembourser. C'est un truc qu'on a appris, le chargeback, à nos dépens. Mais en fait, on a eu comme ça des commandes, mais des commandes hallucinantes, 500, 600, 700 euros, où t'es absolument pas prévenu, personne te prévient, tu reçois juste un joli petit courrier sympathique, très très bien mis en forme, qui te dit que t'as pas le nom, t'as rien du tout, t'as juste le montant. Donc nous après, on peut retrouver quand même via le montant dans nos listings clients, on peut quand même réussir à trouver ça et à bloquer le client. Mais effectivement, on a eu comme ça quelques commandes avec un chargeback où c'est reprélevé directement chez nous, on n'est pas au courant, on n'a pas de motif et ils nous déclarent frauduleux.
C'est ça. Non mais c'est. Et il n'y a pas de motif. Voilà. C'est une partie de l'e-commerce qui reste assez obscure. Ouais, Alors ouais. Stripe maintenant, donc Stripe qui a un module Oui. de paiement, Avec FondPass. propose effectivement des systèmes de détection de fraude. Ouais. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent sur tous les sites internet sur lesquels Stripe est installé, Ouais. des cartes bancaires qui sont dangereuses. Et donc quand quelqu'un essaie d'utiliser sur ton site à toi cette carte bancaire, il te envoie un signal en disant attention, alerte, 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 n'accepte pas ce paiement-là parce que il y a un risque fort que ce soit une carte bancaire volée. Ouais. Mais bon, voilà, on rentre vraiment dans la technique, non, mais c'est ça que... aussi le monde du e-commerce. C'est ça aussi. C'est en général ce que l'on voit et ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est 10%. Enfin, tout le reste, c'est derrière en coulisses, hein, de toute façon. Mais pour toutes les boîtes, j'ai envie de dire, évidemment. C'est comme ça. Mais le e-commerce, vraiment, en tout cas pour la logique d'abonnement, pour moi, c'est vraiment la logistique. C'est quand je dis logistique, quand on envoie en tout cas un produit, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la réflexion du produit. Parce que attention, un abonnement, donc comme nous c'est le cas, c'est une box avec 4 produits à l'intérieur, un magazine, un packaging forcément. Donc tous les mois, faut changer les produits. Donc il faut retrouver 4 produits. Faut changer tout le magazine. Faut rédiger tout le contenu magazine. Faut trouver le packaging et éventuellement le renouveler. Donc il y a un sacré taf derrière. Et ça, c'est vrai que quand on se lance dans l'abonnement, alors à moins qu'on ait un produit fixe, qui change pas trop, pourquoi pas. Comme maintenant chez Amazon, ils ont lancé l'abonnement aux capsules Nespresso, enfin ce genre de choses, il y a pas de souci. Ouais. Mais quand on est sur un produit composé comme nous, qui est une sélection, il y a un sacré boulot derrière. Donc effectivement, je pense que nous, le plus important et ce qu'on a en tout cas réussi à faire, c'est tout l'aspect derrière logistique, réflexion produit aussi, et que tout ça c'est bien huilé quand même, et qu'on a eu très peu de couacs logistiques finalement depuis le début de notre histoire. Mais alors attention, quand on a un couac logistique à gérer, alors là c'est tout le monde s'arrête, tout le monde sur les ordi, il faut répondre en DM, il faut répondre sur Instagram, sur Facebook, par mail, les chats, tout le monde faut répondre. Parce que quand on a 5000 box qui sont pas arrivées au bon endroit ou qui sont en retard ou qui manque un produit parce qu'on a oublié d'envoyer le bon ordre, donc le logisticien a oublié un produit ou machin, mais alors là c'est cataclysmique. Par exemple, toi c'était déjà arrivé d'avoir 5000 box qui sont envoyées et il manque un produit dans chaque box? Ouais, c'est arrivé. Alors, elle ferme les yeux là elle respire. C'était en 2017 ou 2019. Je sais plus. Bon, c'était il y a quelques années. C'était en 2019. Ouais, ça doit être ça. 2018 ou 2019. Bon, bref, on s'en fiche. C'était en été. Il faisait très chaud. Ça a son importance. Il faisait très chaud parce qu'en fait, on envoyait notre box estivale. Et ce jour-là, j'étais toute seule au bureau parce que mes associés étaient en congé. Donc, j'étais toute seule au bureau avec 2 personnes de mon équipe. Et puis, je vois passer un mail. J'avais déjà chaud, mais là j'ai vachement plus chaud quand même. Il fait 35 degrés dehors, mais là c'est un sauna dans le bureau. Et là je me dis, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et là, bon, à l'époque on n'avait pas ce nombre d'abonnés, on devait être à 3000 abonnés, mais c'est déjà quand même énorme. Et là je vois passer cette photo de l'ordre de la box qui a été envoyée au logisticien. Et puis il manque un truc. Mais il manque un produit essentiel. Il manque la trousse. Sur laquelle on avait communiqué depuis 2 mois. Qui était un peu le thème de la box. Qui était le thème de la box. Et qui n'est dans aucune box. Donc là, cataclysmique. En plus de ça, donc, sur mes 2 associés, Maxime est parti, loin, avec un décalage horaire. Je crois qu'il était au Canada. Maxime, qui est l'homme de la logistique. Ouais. Donc pour gérer ça, à essayer de joindre, on avait le décalage horaire à laisse tomber, c'était pas possible. Donc là, il faut essayer de trouver une solution. Mais alors là, maintenant, là, tout de suite, parce que de toute façon, les box sont parties. Ouais. C'est mort, elles sont parties. Donc là, branle-bas combat, il y avait en plus, on avait des actionnaires qui venaient nous rendre visite ce jour-là, et ils m'ont vu, j'étais dans un état, j'étais trempée, tellement j'avais chaud, le stress, j'étais rouge et tout. Il fallait trouver, donc c'est bon, on a trouvé. Bon, ça a été un petit surcoût pour nous, mais on a envoyé toutes les trousses sous pli, et avant même que les abonnés reçoivent en fait la box, on avait envoyé un mail, on a fait de la prévention, machin, ce qui fait que on a tué le problème dans l'œuf. Hein. Mais vraiment, mais sinon, 3000 personnes qui reçoivent pas le produit, mais alors c'est un cataclysme. Hein. Mais c'est des tickets mail et il y en a 600 par jour. Hein. Je sais pas si t'imagines traiter 600 tickets par jour. On en a déjà eu
eu des vagues comme ça, hein. 200, 300, 400 tickets par jour, mail. C'est un cauchemar. Non, mais c'est un cauchemar. On en a passé des soirées où on prenait l'apéro au bureau jusqu'à 1h du matin, on se fait sur les tickets mail. Et quand t'arrives, t'en as traité 50, tu réactualises, bim, t'en as encore 50 qui arrivent. Ça s'arrête jamais. C'est un cauchemar. Ça s'arrête jamais, 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 jamais. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est la logistique. Tout ça pour dire que c'est essentiel. Et c'était une petite anecdote. Mais, voilà, si t'oublies, un truc et que t'as un petit truc qui déconne, ça peut avoir des répercussions derrière, énormes, quoi. Et pas forcément sur ton service, mais sur les autres. Donc, faut penser aussi à tout le monde. Parce que toi, tu vas prendre une décision, par exemple, au marketing, mais ça peut avoir des répercussions énormes en logistique, par exemple, ou énormes aux achats, etc. Donc, en fait, il faut vraiment bien huiler l'organisation. Ça demande une coordination super forte entre les équipes, tous les modèles d'abonnement. Faut que ce soit bien, faut que la com elle soit nickel. Même nous aussi on a besoin de parler il faut mettre tous les produits dans le magazine, par exemple, qui fait partie de la sélection. Et voilà, il faut pas se tromper de produit, par exemple, ou pas oublier un produit. Voilà, ce genre de choses. Mais comme dans toutes les boîtes, dans les débuts ça arrive, mais après on apprend et ça n'arrive plus. Sachant que effectivement, là, tu l'as mentionné, mais vous avez un travail éditorial chaque mois qui est très fort. Oui, absolument. On a le magazine qui accompagne la box. Donc ça, depuis les débuts, c'était... Combien de pages, le magazine? Alors là, aujourd'hui, il fait 30 pages et il va arriver à 60. Voilà, on est en rénovation du magazine, donc c'est moi qui en suis responsable. Et effectivement, c'est contenu beauté, contenu lifestyle, et qui sont à chaque fois en rapport avec la thématique aussi du mois, produit ou thématique globale. Par exemple, je donne un exemple, mais si on est au mois de décembre, voilà, thématique des fêtes, thématique fin d'année. On en reparlera sûrement dans une autre partie quand on va évoquer le fait que vous êtes en train de créer votre propre gamme de produits. Oui. Mais par contre, ce qui me semble super intéressant ici, c'est que à la différence de certaines box qui se sont plantées parce qu'au final, le contenu de la box, c'était je prends un carton, je prends le produit d'un tel, le produit encore d'un autre, je fous tout ça dans un carton, je le ficelle et puis je te l'envoie. Vous avez ajouté quelque chose qui ne peut se trouver que chez vous avec ce magazine. Oui, absolument. En fait, c'est vrai que au début, mettre des produits dans une boîte, comme tu le dis, et les envoyer, quand on est en 2015, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrence, etc. Aujourd'hui, en 2022, c'est impossible. Il faut une histoire, faut raconter quelque chose. Et c'est encore c'est encore de toute façon des sujets qui nous animent tous les jours. C'est comment on renforce cette box, comment on renforce l'expérience client, comment on amène du plus, comment on fait pour que la personne, quand elle reçoit sa box chez elle, waouh, génial, elle soit trop contente. Voilà, c'est encore des sujets qui nous animent tous les jours. Enfin, en ce moment même, on se demande encore comment on va améliorer l'expérience. Est-ce que ça passe par le packaging? Est-ce que ça passe par la sélection de produits? Est-ce que ça passe par des partenariats? Est-ce que ça passe par le mag? Voilà, il y a plein de sujets et en fait ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours enrichir le contenu. C'est notre produit phare, c'est un peu notre marque de fabrique. Et pour pas se faire avoir par la concurrence, pour surtout pas lasser les clientes, faut toujours renouveler ce produit et l'enrichir. Ouais, t'es dans la même situation qu'un Netflix qui lui enrichit pareil. son catalogue avec plus de films, plus de séries, plus de documentaires. Et c'est ce qui permet à un moment d'augmenter les prix. Et là, t'augmentes de 1 € ton prix d'abonnement sur 6000 abonnés. Tout de suite, t'as un joli mois. Sachant que nous, on a déjà travaillé sur le prix. Alors nous, on l'a pas augmenté, on l'a baissé. Donc initialement, on était à 26 € par mois et on est passé il y a 3 ans à 19,90 € par mois. Donc sur l'engagement, sur l'abonnement sans engagement, pour se rapprocher aussi des prix de nos concurrents et pour ne plus être dans ce côté, le bio c'est plus cher. La beauté bio est plus chère. Non, on voulait montrer aussi que la beauté bio était accessible parce que là, pour le coup, ça remonte à notre grande mission de boîte, notre ADN de boîte, qui est de démocratiser la beauté bio. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers ce côté baisse de prix, vers un packaging complètement recyclable, compostable, encre à l'eau, fabriqué en France. Voilà. On a remis de l'ADN dans notre produit. Mais aujourd'hui, on veut remettre de l'enchantement client dans notre produit. Et on pense que, voilà, ça passe par des partenariats, comme je l'ai dit, des produits autres, de la valeur produit, voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Donc en fait, quand tu lances une box, elle sera jamais la même toute la vie de boîte. C'est impossible. Elle va changer de manière assez cyclique en fait. Je dirais que tous les 2-3 ans, ça va changer parce qu'il faut rester time to market. Il faut rester, faut correspondre à tes clients, quoi, tout simplement. Nickel.
Secret numéro 3 de la réussite en e-commerce, la complémentarité entre un modèle d'abonnement, un modèle e-shop et un modèle retail, un modèle avec des magasins. Donc Gwenaëlle, toi, tu as commencé dès le début avec de l'abonnement. Ouais. Mais il y avait aussi dès le début la possibilité de commander les produits à l'unité via un e-shop. Alors typiquement, toute la clientèle zéro déchet, elle va commander sur l'e-shop, mais elle va pas s'abonner à la box. Parce que voilà, il y a la dimension je reçois beaucoup de produits, moi je suis minimaliste, je suis zéro déchet, donc je préfère m'acheter mes produits sur l'e-shop ou en boutique, mais pas m'abonner à la box. En revanche, les profils un peu plus Instagram, tendance, j'ai envie d'un peu de découverte, de make-up, de me faire plaisir, vont aller sur la box, mais vont aussi aller sur l'e-shop. Tu vois, en fait, c'est notre persona, il est complexe parce qu'en fait, on a vraiment plusieurs profils types de clients, mais qui sont pas forcément les mêmes dans chaque segment d'activité. Et en tout cas, durant la première année, vous aviez box et e-shop. Oui, box et e-shop. La deuxième année aussi. Oui. La troisième année toujours. On a les boutiques. Alors non. La première boutique arrive quand? Première boutique, elle arrive en juin 2017. Donc elle arrive 2 ans après. Et sachant qu'avant, donc cette boutique, elle est pas venue comme ça. En fait, depuis les débuts, on avait envie de créer de la boutique parce qu'en fait, on savait que être omnicanal, c'était magique et que le côté avoir un point de vente physique, ben c'était ce qu'il fallait faire entre guillemets parce que on réinvestissait en tout cas le physique. Ça commençait. Et le physique n'était pas du tout mort. Au contraire, on était encore dans cette idée que faut réinvestir le physique. Bah c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. De toute façon, énormément d'e-commerçants sont arrivés dans les rues des villes de France ou même ailleurs parce que réinvestir le physique, ça fait un très bon lien aussi avec le e-commerce. Et donc du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Bah alors dès 2016. Dans l'aventure des boutiques éphémères. C'était la grande mode à l'époque. Je parle vraiment comme une vieille, hein, je suis désolée, mais c'est la grande mode à l'époque, les boutiques éphémères, les concept stores éphémères. Alors là, c'était tout un truc. Les pop-up stores. Pop-up stores, ça c'était la folie. Avec même les agences qui louaient les pop-up stores et tout. Voilà, on a fait 2 boutiques éphémères à Paris. Elles étaient une au Canal Saint-Martin et une dans le Marais. Et on a fait des boutiques éphémères à Orléans, qui était une boutique de 11 mètres carrés. Je vous assure que c'est petit, 11 mètres carrés, c'est minuscule, c'est tout petit, mais on a cartonné. Et en fait, on s'est vraiment... Et en fait, il y avait plein de gens qui nous découvraient, alors qu'on n'avait pas une rue passante. Hein. Franchement, 11 mètres carrés dans Orléans, dans une toute petite rue, mais on a fait venir le trafic avec nos réseaux, avec des petites influenceuses orléanaises, la presse, etc. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui venaient en magasin, elles auraient jamais acheté sur notre site. Mais jamais. Typiquement. Pas assez confiance. Pas confiance. Et puis pas la clientèle. Typiquement, une personne comme ma mère, elle aurait pas acheté sur mon site. Par contre, elle venait acheter en magasin. Voilà. Donc en fait, il y avait cette confiance aussi. Donc en fait, on s'est rendu compte que ça nous permettait d'aller acquérir une autre clientèle. Tout simplement d'aller séduire et amener une autre clientèle dans notre boutique et puis dans le e-commerce. Parce qu'en fait, quand elles passaient le pas en boutique, elles allaient sur le site. Parce que la confiance était là. La confiance était née. Et donc, on a fait plusieurs boutiques éphémères comme ça. Je sais pas si vous l'avez mesuré, mais ce qu'on voit souvent sur les marques e-commerce qui ont des magasins, c'est que les gens qui sont venus en magasin ont un volume d'achat, un panier moyen ensuite en ligne qui est beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé, bien sûr. Ah oui, beaucoup plus élevé. Ils passent direct sur l'abonnement 12 mois ou des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté confiance qui est là. Et puis, il y a le capital sympathie. En fait, on discute avec les gens et les gens, ils s'approprient l'univers de la marque. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. Et donc, on fait plusieurs boutiques éphémères comme ça. Puis on fait une boutique éphémère à Orléans, ça devait être je crois que c'était la 5e ou la 6e. Et puis on découvre dans une rue d'Orléans un local sans droit au bail, à louer là tout de suite là maintenant, qui faisait aussi 11 mètres carrés, donc c'est assez drôle. Et puis là on se dit allez, on y va. Attends, juste l'entreprise faisait combien de chiffre d'affaires à cette époque-là? On faisait quasiment 1,5 million. D'accord. Voilà. Donc vous faites 1,5 million avec le e-shop et la box. Ouais. Et vous dites allez, on est prêt. On y va. On ouvre une boutique, ça veut dire travaux, loyer, alors recrutement d'un vendeur ou d'une vendeuse. C'est ça, exactement. Alors on y est allé, franchement, mais de toute façon un peu comme tout, je dirais, la fleur au fusil, en mode l'opportunité est là, on y va. De toute façon, ça doit pas être très compliqué. Si on arrive à gérer un site, on va arriver à gérer une boutique. Bon, c'est pas totalement le même métier, mais ça se fait bien. Pour la partie travaux, alors comment dire que celle-là, elle était, c'est l'artisanat entre
entrepreneurial par excellence. C'est le dimanche, on y va avec une caisse à outils en mode dégueu. On va pendre des murs, on va mettre des étagères en bois à premier prix de chez Ikea parce que de toute façon on n'a pas les moyens de faire plus. Enfin voilà, on fait un truc à notre sauce pour vraiment le moins d'investissement possible parce que de toute façon on n'a pas les fonds. Et puis on se dit que ça va le faire. Voilà, on fait quand même une belle boutique. Voilà, c'était mignon, c'était joli. Et puis ça a super bien fonctionné, mais vraiment super bien fonctionné. Incroyable. Et en fait, on a eu beaucoup de chance aussi. On a eu une opportunité de dingue dans la même rue, beaucoup plus grand. Et là, on s'est dit, ok, on va investir. Donc on a réussi à avoir la boutique, mais deux boutiques à côté, hein. Et là on a beaucoup plus grand, donc on passe de 11 mètres carrés à 25 mètres carrés. Ouais. Donc c'est quand même vraiment top. On a une responsable de boutique qui est géniale. On prend une deuxième personne aussi parce que voilà, ça fonctionne bien et la boutique fonctionne super bien. Et on se dit faut qu'on duplique le modèle et qu'on aille ouvrir dans d'autres villes de France. Donc on trouve à Clermont-Ferrand après. Et ça c'est avant le Covid, hein, juste pour être. Oui, ça c'est avant le Covid parce que donc juin 2017, c'était Orléans. Après, c'était en 2019, on ouvre Clermont-Ferrand. Ouais. 2020, on ouvre Angers. Et ouais. 2021, on a ouvert Nantes et Lyon. Donc fin 2021. Donc le Covid a mis un peu de bazar quand même parce qu'on a eu des ouvertures pas mal décalées, ouais. Beaucoup de fermetures avec les restrictions, etc. Ouais. Mais voilà, les clients sont toujours là, et ils sont à fond et ça marche super bien. Et donc toi là, dans ta stratégie, vous allez en ouvrir d'autres dans les prochaines années? Oui, on continue d'ouvrir des boutiques. On a une autre ouverture là qui est prévue à l'ouest de la France. Je dirais la ville un autre jour. Non, c'est en vrai, ça va être en Bretagne. On ouvre avant l'été de cette année. Donc là, ça sera la 6e. Et effectivement, on continue. On va d'abord consolider un petit peu l'organisation, parce qu'une organisation retail, c'est pareil, c'est d'autres corps de métier, c'est d'autres formations, c'est toute une logistique aussi, parce qu'il faut les livrer, les points de vente, il faut gérer les plannings, voilà, c'est encore autre chose. Mais il faut pas se faire cambrioler. Faut pas se faire cambrioler, faut pas se faire casser les vitrines quand on est dans des villes un peu chaudes, hein, où ça aime bien sortir dans la rue. Enfin voilà, effectivement, faut former les conseillères de vente, faut faire des événements, faut faire venir du monde, faut gérer les réseaux sociaux, etc. Et vous les financez avec des prêts bancaires, ces ouvertures de boutiques? Alors il y a les deux, il y a du prêt bancaire et il y a aussi de la levée de fonds, parce qu'on a fait une levée de fonds en 2019, donc avec 3 business angels et un fonds d'investissement, donc qui nous ont permis à la fois de continuer notre développement sur le e-commerce et le développement retail, parce que voilà, eux comme nous, ils croient à ce côté, à cette omnicanalité en fait, qui est pour le coup qui est ultra positive et qui est un cercle vertueux en fait. Je suppose que tes boutiques, c'est aussi des endroits pour tourner du contenu, enregistrer des vidéos. On fait des vidéos, du contenu. Alors en fait, des photos sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait, sachant qu'en plus chaque boutique a son propre réseau social. D'accord. En fait. Okay. Alors au départ, moi j'étais pas pour. Je pensais que valait mieux tout gérer avec un seul réseau social ou un compte dédié. Et en fait, l'expérience m'a donné, m'a prouvé que j'avais tort. À savoir qu'en fait, quand on est en local sur un compte Instagram comme ça, et ça ramène du trafic local, tout simplement. Ouais. Et ça c'est vraiment top. Et pour le coup, c'est très bien géré par les responsables de chaque boutique qui tournent leur propre contenu, qui font leur IGTV, qui font leurs événements. Ouais. Voilà, donc ça permet d'avoir vraiment le contenu local et une fidélité aussi autour du point de vente. Ça, je sens que c'est un point que vous avez très bien réussi, je pense. Je pense que ça a bien marché. Faire le pont entre ce qui est dans la vraie vie et ce qui est sur Internet, donner à chaque responsable de boutique des outils pour communiquer sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Ça marche bien parce que ça leur permet aussi de s'approprier le point de vente, leur propre communication, et puis de créer un attachement aussi avec les clientes, parce que en fait, un point de vente se gère différemment d'un e-commerce. Le point de vente, il est incarné par la responsable qui est là, par les personnes qui sont là pour la force de vente et qui vont créer leurs événements, qui vont avoir leurs affinités produits. Voilà, donc en fait, chaque point de vente est unique, donc la com, elle l'est également, quoi. T'as combien de personnes par point de vente? Là, on a 2 personnes par point de vente, sauf Lyon où elles sont 3. D'accord. Voilà. Et alors, peut-être dernier point là-dessus sur la complémentarité entre le e-shop, la box et les magasins. Ouais. Je suppose que les niveaux de rentabilité sont très différents. Oui, complètement. Si on donne les avantages stratégiques de chaque pôle, la box, ça vous donne la stabilité?
de chiffre d'affaires? Je dirais que alors ça nous donne le revenu récurrent et le coût marketing. Ouais. Voilà, je dirais que ça donne ça. L'e-shop, la fidélité, clairement, le côté fidèle, le côté une fois qu'on a passé commande chez Nuo, on revient passer commande. Ouais. Et puis aussi le fait que l'e-shop n'a pas de plafond de verre. Contrairement à la box. La box, on sait qu'à un moment, on va atteindre un certain nombre de clients, un certain nombre d'abonnés. L'e-shop, c'est pas le cas. On a tellement de marques. Aujourd'hui, on est à quasiment 170, 180 marques. Ouais. Il n'y a pas de plafond de verre. On aura toujours des gens qui vont venir, qui vont trouver en tout cas leur bonheur chez nous. Et le retail, je dirais que c'est l'aspect notoriété. La confiance. La confiance. Et puis, qui ramène du trafic aussi. Il y a vraiment ce jeu de trafic entre le e-commerce et puis le retail. Une vraie différence aussi par rapport à des marques concurrentes qui, elles, n'ont pas de magasin et n'arrivent pas à créer cette confiance. C'est ça. En fait, nous, on savait aussi que on est distributeur. Donc ça, c'est notre métier. On est un e-commerce, mais on est distributeur. On n'est pas fabricant. On n'a pas notre propre marque, pas encore en tout cas. Mais on savait qu'il fallait quand même qu'on crée cette image de marque qui allait amener cette différenciation. Parce que la question qu'on nous a toujours posée, c'est qu'est-ce qui vous différencie d'un Sephora, qu'est-ce qui vous différencie d'un, je sais pas, un Blissim ou autre. On nous pose toujours la question. C'est quoi votre différence? Et avec le temps, au départ, on disait, nous, on fait que du bio. Ok. Mais le bio se démocratise. Donc après, comment on va amener de la différenciation quand tout le monde fait à peu près la même chose et que le bio devient un message quasi universel? Nous, ça passe par l'image de marque, par le capital sympathie, par l'expertise qu'on a, par notre notoriété, par notre savoir-faire, notre côté sélectif. Voilà. Mais tout ça, il fallait qu'on puisse le matérialiser, et il y a rien de mieux que nos boutiques pour matérialiser ce côté, ce savoir-faire, cette expertise, ce capital sympathie. Il y a rien de plus beau que d'entendre des clientes qui disent mais moi je viens que chez vous parce que vous êtes trop cool, moi ces produits-là je les ai découverts chez vous, vous êtes sympa, vous êtes authentique, vous prenez pas les gens pour des débiles. Enfin voilà, c'est il y a vraiment ce côté, on a réussi en tout cas sur ce côté authentique. Et c'est vrai que je pense que tu donnes un secret super important ici, qui est que au fond dans l'e-commerce, c'est illusoire de penser que tes produits sont uniques. Non, jamais. quel que soit le niveau que tu mets, ils le sont pas. Ils le sont pas vraiment. Ouais. Alors il faut toujours, comme tu l'as dit, garder cet effort éditorial, de toujours réinventer le contenu, mais se dire dans un monde où demain quelqu'un pourrait copier au pixel près mon produit, comment est-ce que je propose une expérience qui est différente? Et c'est ce que vous faites vous avec la box, l'e-shop et puis évidemment les magasins. C'est vraiment ça. Et puis on infuse de nous aussi au quotidien dans tout ce que l'on fait. Les emails, le discours des personnes dans les magasins. C'est ça. Mais c'est un travail qui est difficile, le côté ADN, le côté mission de boîte, etc. Parce que ça se fait pas comme ça. Parfois on sait plus trop. En fait, il se passe tellement de choses aussi autour de nous. Il y a tellement d'informations qu'il faut toujours arriver à se positionner. Mais pour le coup, je pense que ça, on l'a plutôt bien réussi. Mais on a toujours été authentique et on le sera toujours. Donc je pense que c'est une des forces que l'on a aussi dans notre différenciation, c'est le côté ultra authentique. Enfin, on est brut, il y a pas on raconte pas de mensonges ni rien. Enfin, c'est tel quel, quoi. Parfait. On va passer au secret numéro 4. Ouais. Secret numéro 4 de la réussite en e-commerce, l'expérience client optimisée à 3000%. Alors, tu l'as mentionné, je crois, tout à l'heure, votre tout premier recrutement chez Nuobox, c'était une personne au service client. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi avoir fait cet investissement là où la plupart des marques e-commerce décident d'abord de recruter un spécialiste en marketing payant, en publicité Facebook. Non, vous avez pris quelqu'un sur le service client. Ouais, alors on a pris quelqu'un sur le service client parce que on était dans une logistique box. Donc c'était pas encore quelque chose qui était très bien compris par les consommateurs, consommatrices à ce moment-là. Donc on sentait qu'il y avait beaucoup de questions et si on voulait débloquer en tout cas certaines situations ou de l'achat ou n'importe, il fallait qu'on réponde à ces questions-là. Donc il fallait quelqu'un de disponible. En e-commerce, la clé de la satisfaction client, c'est le colis qui arrive, tout simplement. On peut faire tout ce qu'on veut. Si le colis n'arrive pas ou qu'il arrive mal ou qu'il y a un manquant, c'est une déception client. Et alors là, le client, on aura pu dépenser 100 €, il reviendra jamais. Donc toujours, nous on avait toujours cette idée de garder le client et de faire
faire en sorte qu'il ait une super expérience. Et ça passe aussi par l'après-vente. En fait, c'est pas, enfin, le e-commerce, en tout cas, l'expérience client, elle s'arrête pas au moment où il a cliqué et il a validé son paiement. Il y a toute une machine derrière de réassurance, mail de confirmation, votre colis est bien parti, il est entre nos mains. On a travaillé énormément là-dessus, sur ce séquencement d'informations pour donner juste ce qu'il faut, pour dire aussi que nous on est présent, qu'on répond aux questions, qu'on répond en en peu de temps, etc. Et ça, il y a rien de pire que le site où tu commandes et tu sais pas quand ça arrive. Là nous jamais on a voulu tomber là-dedans parce qu'après on prend des tickets, et franchement pour avoir vécu des flots de tickets SAV, à gérer c'est un cauchemar. Enfin vraiment c'est quand t'as des personnes qui t'écrivent 5, 6, 7, 8 fois de suite parce qu'elles ont pas de réponse et qu'il y a des centaines de personnes qui font ça, c'est très compliqué. Donc nous on voulait que les clientes elles soient tout le temps dans une réassurance, une confiance, et puis qu'elles trouvent les réponses à leurs questions. Donc en fait, au départ, effectivement, c'est passé par ce côté service client, une personne dédiée. Et puis petit à petit, on s'est dit, plutôt que les clientes viennent à nous, on va venir à elles directement, on va anticiper le problème. Donc en fait, on passe, en gros, premier step, c'est comment on répond. Donc c'est un peu problème solution. Et après la deuxième phase dans laquelle on est encore aujourd'hui parce que faut encore qu'on continue de s'améliorer, etc. C'est plutôt j'anticipe le problème avant qu'il arrive. Comme ça, la cliente n'a pas à me contacter. En gros, le jeu aujourd'hui, c'est plus d'apporter une solution à une personne qui a un problème, c'est d'anticiper avant que le problème arrive. Comme ça, il n'y en aura jamais. Donc, du coup, pas de déception, pas de problème, pas de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, pas de mails incendiaires, voilà. Donc, on est aujourd'hui, en tout cas, dans ce travail-là on travaille l'expérience client avant même que le problème n'arrive. On répond à un maximum de questions avant même que la cliente elle se les pose. C'est vraiment cette idée-là. Ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Ce qui fait qu'on a drastiquement diminué nos tickets mail, les contacts, et que c'est du contact beaucoup plus qualitatif. Par exemple, c'est des contacts, je vous adore, ou c'est des contacts, tiens, est-ce que vous ouvrez une boutique là, ou tiens, j'ai besoin d'un conseil beauté, ou un conseil beauté, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a des entrées mail beaucoup plus qualitatives, ou des interactions clientes plus quali que auparavant où c'était problème solution, problème solution, problème solution. C'est un sujet clé pour n'importe quel e-commerce. Nous, on le voit à notre niveau avec notre magazine papier Odyssée qui part tous les 2 mois à des milliers d'abonnés, et on a souvent la situation de quelqu'un qui s'est trompé dans son adresse. Ah oui, ça c'est un énorme problème. C'est horrible, et qui n'a pas reçu le magazine au bon endroit et qui ne comprend pas. Alors le magazine nous revient dans les bureaux, il faut le renvoyer. Voilà, donc ça fait du coût humain, un coût logistique. Voilà, et puis c'est un coût aussi pour le client qui est pas satisfait. Donc ça vous l'avez optimisé par exemple. On a fait en sorte de l'optimiser. Alors après il y a toujours des couacs de toute façon, mais on fait en sorte d'aller au-devant du problème un maximum. On a aussi amené là aujourd'hui elles sont 2 au service client, donc avec une responsable qui a amené aussi l'appel téléphonique. Ce qu'on n'avait pas avant. Alors c'est nous qui appelons, c'est pas les clientes, parce que sinon c'est très compliqué en termes de timing. Mais le fait d'appeler une cliente, on s'est rendu compte aussi que ça prenait beaucoup moins de temps à gérer. C'était beaucoup plus source de satisfaction que de gérer des tickets mail. Donc voilà, il y a ce côté aussi ultra personnalisation. On s'est rendu compte aussi que toute l'expérience client et la satisfaction client, elle passe par la personnalisation. Voilà, c'est répondre de façon hyper sympa, signer avec son prénom, parler avec le prénom de la cliente, voilà, mais des petits smileys, ça peut paraître complètement anecdotique, mais c'est essentiel en fait, juste pour montrer qu'on n'est pas des robots et que on sait répondre à chaque demande et qu'on reste des êtres humains derrière des écrans, mais qui gérons des problèmes et de la logistique. Quel outil vous utilisez pour votre service client? Alors nous, on est par ticket mail. On a aussi un chat qui est pas tout le temps ouvert. Il y a pas d'outils comme Zendesk ou Intercom? Non. C'est des emails. C'est des emails. C'est des emails et puis téléphone, du coup. Ok. Qu'est-ce que vous utilisez pour gérer toute cette expérience client? Est-ce qu'il y a un outil, un logiciel que tu recommandes, quelque chose qui vous fait gagner du temps? Alors nous, on est sur Reamaze. C'est une application qui nous permet en fait de prendre tous les messages réseaux sociaux, les commentaires, les mails, etc., qui met tout au même, le chat, qui met tout au même endroit, ce qui fait que ça permet de tout gérer sur une seule plateforme, ça fait gagner du temps, ça permet d'avoir des stats, des analyses derrière aussi, voilà. Donc nous, c'est avec ça qu'on fonctionne. Génial, on mettra le lien en commentaire de la vidéo, on mettra d'ailleurs pour celles et ceux qui regardent les liens vers Shopify et tous les outils qu'on a mentionnés.
Merci. On va passer au 5e et dernier secret. Ok. Secret numéro 5 de la réussite en e-commerce, lancer ses propres produits. Alors on l'a dit, Nuo, historiquement, ça a commencé avec des marques. Des marques partenaires. Vous aviez, je crois, au lancement 19, voilà. J'allais dire 20, mais 19 on voulait marques. 20, mais on était à 19. Vous étiez à 19. Et aujourd'hui, vous en avez 170, quelque chose comme ça. 170 marques partenaires. Ouais. Et donc, chaque mois, je peux aller sur le site e-commerce de Nuobox, commander un produit d'une de ces 173 marques partenaires, ou alors je peux m'abonner à la box et recevoir chaque mois quelques échantillons de ces marques. Mais tu vas bientôt lancer ton propre produit. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer? Alors nous, en gros, comme tu l'as dit, on a la box, l'e-shop, les boutiques, et il manquait le dernier axe, à savoir la marque propre. Donc ce que nous on appelle chez nous la marque distributeur. Et en fait, ça nous permet de boucler la boucle et surtout de valoriser aussi notre expertise, notre expérience client et toute la connaissance du marché de la cosmétique bio et naturelle que l'on a depuis bientôt 7 ans. Et donc l'idée effectivement c'est cette année on va lancer notre propre marque donc cosmétique avec pour prérequis tout ce qui aujourd'hui fonctionne. Ce qui manque aussi, ce qu'on voit en tout cas qui peut être attendu par nos clients et clientes, et puis aussi un aspect co-création, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir nos clientes, pour le choix par exemple d'un actif ou le choix d'un packaging, le côté éco-responsable aussi de nos produits. Donc tout ça c'est actuellement en développement et on est aussi sur en fait un projet donc au-delà de boucler la boucle et de confirmer nos valeurs, notre expertise, notre image de marque, ça va asseoir notre notoriété, ça va aussi asseoir notre image dans nos magasins parce que autant en e-commerce, c'est pas vraiment souligné, mais dans un magasin qui s'appelle Nuo, ne pas avoir de marque Nuo, certains clients ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais chez Sephora, j'ai une marque Sephora, j'ai Sephora Collection par exemple. Je vais chez Nocibé, j'ai une marque Nocibé, etc., etc. Donc nous, c'est aussi important pour asseoir notre notoriété, notre expertise retail, qu'on ait notre marque propre disponible dans nos magasins. Et donc voilà, ça répond à tout un tas de problématiques. Et la dernière problématique, c'est un nouveau métier. Hein. C'est un nouveau métier, mais comme nous, on sait travailler les produits, on sait marketer un produit, qu'on a notre box qui est qui est quand même une rampe de lancement marketing. C'est un objet marketing qui est très très fort. Comme on le dit toujours, ça permet de mettre le bon produit dans les mains de la bonne personne au bon moment. Voilà, donc c'est un produit qui est très fort, qui va nous permettre d'aussi lancer notre marque. On a aujourd'hui tous les réseaux de distribution assez forts pour lancer aussi notre marque propre. Donc voilà, c'était un peu le côté la boucle est bouclée. Et il y a un aspect, il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est distributeur, les marges ne sont pas très fortes. Normal, on est intermédiaire. Donc les marges sont moins fortes que si je fabrique mon propre produit. Et les marges en e-commerce, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qui permet d'être rentable. Or, en e-commerce, pour être rentable, faut faire du volume. Mais si on peut aussi travailler sur la marge, c'est un bel équilibre. Et lancer cette marque propre, ça va aussi nous permettre d'augmenter un petit peu notre marge pour pouvoir équilibrer encore plus notre modèle et le rentabiliser aussi encore plus. Ultra clé. Voilà. C'est vraiment un très bon pilier supplémentaire en plus de l'abonnement, en plus des magasins, en plus de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'interview. Et la question que j'ai donc, c'est cette vision-là. Tu l'avais dès le début de l'entreprise. Tu avais une vision aussi claire au moment où vous êtes lancé avec tes associés? Non, en fait, j'étais jeune quand on s'est lancé. J'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans, donc j'étais toute jeune. J'étais encore étudiante, donc voilà. Non, j'avais pas cette vision-là. Je savais qu'on pourrait aller très loin. J'avais plein d'envies, des milliards d'envies, et pour moi tout était possible. En fait, par définition, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je conçois, rien n'est impossible. Donc, si tu veux envisager qu'on ait une marque, des boutiques, etc., je l'avais envisagé dès le début, oui, mais j'en ai pas fait un fer de lance tout de suite. C'était un peu aussi quand même étape par étape. Mais dès le début, c'est ce que je me suis dit, puis c'est ce qu'on s'est dit aussi avec mes associés, c'était que Nuo, ça allait pas être un petit truc. Voilà, ça allait. Nous, dès le départ, on voulait être leader. À un moment, là, nous, notre objectif, c'est d'être leader de la beauté bio et naturelle en France et pourquoi pas en Europe.
parce que ça, au-delà de l'aspect business, entrepreneuriat qui est juste dément, ça nous permet aussi d'asseoir nos valeurs, de mettre du sens dans ce que l'on fait, parce que c'est aussi pour ça qu'on a entrepris. C'était avant tout pour donner du sens à ce que l'on fait et à notre vie, tout simplement. Et avoir aujourd'hui une boîte qui vend des belles choses, qui a une éthique derrière, qui a une équipe engagée et qui fait qu'on n'a jamais perdu nos valeurs, c'est quand même génial. Et de grandir comme ça et de pouvoir aussi avoir une assise sur ces valeurs-là, les répandre tous les jours et contribuer au mieux-être du monde, tu vois, ça pour le coup c'est plus une réussite que ça continue de nous porter, exactement. Et c'est ce qu'on se dit, plus on deviendra gros, plus on va porter un message qui va toucher tout le monde, plus on va démocratiser ce côté bio, bien-être, mieux-être, et on se dit, et plus le monde peut-être sera un peu mieux, quoi. Et alors, on arrive à la fin de cette interview et j'aimerais justement t'interroger sur les recrutements que vous avez en cours ou dans les prochaines années. Quels sont les profils que tu vas vouloir ajouter à l'équipe? Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, on est plutôt bien structuré, comme on est un peu en phase où on va structurer un peu toute la boîte, notamment sur l'aspect retail. Mais je pense que dans les années à venir, clairement des profils par rapport à la marque propre, par rapport au retail, ça c'est des profils qui vont nous intéresser. De la créativité, c'est ce qu'on demande énormément. En fait, nous chez Nuo, on fonctionne pas au CV, on fonctionne pas aux études, on fonctionne pas à l'école. Nous, on fonctionne à l'envie, on fonctionne à la créativité, à la personnalité, et puis au talent qui se cultive, en fait, qui se travaille. Nous, c'est avant tout des personnalités qu'on aime, et en fait, on laisse sa chance un peu à qui a envie de contribuer à faire grandir notre boîte. Vous êtes basé à Orléans. À Orléans, absolument. Et après, tu recrutes dans chaque ville où tu as une boutique. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc là, on a future ouverture donc dans l'ouest de la France avant l'été. Et puis après, les villes vont se dessiner aussi petit à petit. Voilà. Si tu pouvais revenir 6 ans en arrière, au début de cette aventure entrepreneuriale, quel conseil tu aurais aimé recevoir sur l'e-commerce spécifiquement? S'il y avait un seul conseil. Alors, je vais pas l'axer e-commerce parce que en soi, je pense qu'on a appris beaucoup sur le tas et que toutes les erreurs qu'on a faites, elles ont été bénéfiques. Je pars toujours du principe qu'une erreur, c'est une opportunité de mieux faire. Donc, j'irai pas sur l'aspect technique e-commerce. J'irai sur un thème qui est assez cher. Je pense que le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est pense quand même un petit peu à toi. Voilà. Prends un peu soin de toi parce que tu es la valeur de cette boîte autant que tes associés. Vous restez des êtres humains. Donc prenez soin de vous parce que c'est vous les moteurs de la boîte et si vous allez pas bien, votre boîte va pas bien. C'est un peu ça que j'aurais voulu qu'on me donne comme conseil. Mais bon, c'est un conseil qu'il faudrait qu'on donne à tout le monde en général. Non, mais je pense qu'il est très valide pour le e-commerce où tu as de la logistique, tu as du stress lié à tes livraisons, tu as des choses qui partent et qui rentrent dans les entrepôts tout le temps. Exactement. Tu as des gens qui te contactent sur les réseaux sociaux, qui s'expriment. Voilà, ça. Je dirais que il y a beaucoup d'informations. Énormément. Quand on est dans l'e-commerce, il y a beaucoup d'informations. C'est très différent de la réalité d'un ou une freelance qui a 3, 4, 5 clients à gérer. Et il peut y avoir plein de problématiques de bien-être pour un freelance aussi, mais en termes de flux d'informations, l'e-commerce, c'est dément. Assez dément. C'est une boîte de Pandore, c'est un truc que ça n'arrête jamais. En fait, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que on est 24/24, 7/7 quoi. Nous, c'est l'amplitude horaire, c'est beaucoup plus que McDo l'été. Enfin, c'est démentiel. On est ouvert tout le temps. Des flux, il y en a tout le temps, des commandes, il y en a tout le temps. On ne s'arrête jamais. On ne peut pas fermer la boîte. C'est pas possible. On peut pas dire à nos équipes, bon allez, demain on part tous en séminaire, on ferme. C'est pas possible. On a de la logistique, on a un site, on a des paiements, on a des magasins. C'est impossible. Donc effectivement, c'est une sorte de machine infernale qui est lancée à toute vitesse, qui s'arrête jamais. Et le but, c'est qu'elle soit pas infernale. Voilà, on peut apprendre effectivement autour de soi, en tant que fondateur, fondatrice, à créer une sorte de cloche. Moi, j'aime bien cette image de la cloche. On se rend imperméable à certaines informations, on se force à regarder certaines choses et pas d'autres. C'est vrai, mais ça vient avec la maturité, ça avec l'âge. Tu vois, moi j'approche de la trentaine là mon Dieu, ça va être dans une semaine que je vais avoir 30 ans. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est dans un peu plus d'une semaine.
Mais j'ai toute cette maturité, voilà, cet océan de sagesse qui est en train de m'envahir, qui fait que j'ai envie de véhiculer ce message un peu de bien-être. C'est ce que je conseille à plein de gens, c'est prenez d'abord un peu soin de vous et vous verrez que ça va beaucoup mieux par la suite, quoi. Donc c'est un conseil que j'aurais aimé recevoir. Ouais. Top, très bon conseil. Voilà. Moi, je me rappelle l'époque où je recevais des notifications à chaque commande sur le site de Live Mentor. Ah. Et ça me rendait fou, en fait. Nous aussi, on l'avait fait. Alors, je sais pas si c'était le cas pour toi, mais nous, l'application Shopify, quand une commande tombait, ça faisait ding. Oui. Ah, ça rendait fou. Mais c'est excitant, en fait. Dès qu'on entend le ding, on l'entend même la nuit, on dort plus. Bah oui, mais ça rend dingue. Mais quand t'as une mauvaise journée et qu'il n'y a pas de, il y a pas de ding, tu vis très mal. Mais ouais, c'est clair. Mais après, moi, j'ai coupé toutes les notifications. Ça rend dingue. Bravo. Ça rend fou. T'as créé ta cloche. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci beaucoup. C'était vraiment top. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, rendez-vous sur le site de Gwenaëlle et de ses associés Nuobox et testez un produit, faites une commande sur le e-shop, devenez peut-être abonné à la box ou alors rendez-vous directement dans un des magasins pour découvrir cette marque, ses valeurs, son équipe, son authenticité. Vous allez passer un super moment. Vous pouvez également mettre un commentaire sur cette vidéo et nous poser toutes vos questions à Gwenaëlle, à moi, à l'équipe de conseillers Live Mentor. Si vous avez des problématiques sur votre projet e-commerce, vous pouvez également réserver un appel avec un de nos conseillers qui fera avec vous un diagnostic de votre projet. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et enfin, si vous avez un ou une amie qui est en train de lancer un projet e-commerce ou qui est à la tête d'une marque et qui a besoin d'aide, qui passe par une période difficile, envoyez-lui cette vidéo. Les conseils de Gwenaëlle, c'est de l'or. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des coulisses des entrepreneurs.